La semaine dernière, on avait commencé une série d'articles, enfin une série d'articles, c'est sur le blog du CNRS, le journal. Oui, je passe du coq à l'âne, désolée. Oh, ce soir, la mise en forme, elle est mince, du coup, j'ai changé de truc. Oh, c'est pas grave, le lien doit être en bas. On avait lu la semaine dernière Femme du Néolithique, une société au microscope. Et en gros, dans l'article, ils nous expliquaient, ils veulent faire une grande étude. Ils expliquaient qu'ils ont sélectionné des os comment ça s'appelle, machin tech. Ah, ta. Pour essayer de casser un petit peu le mythe de la situation de la femme, le stéréotype de la femme préhistorique. Voilà, c'était un peu l'idée. Et du coup, ils sont allés chercher des os. J'aimerais bien savoir le truc machin tech. Ta. Bibliothèque des ossements, c'est tout. L'ostéothèque, voilà, à l'ostéothèque de Pessac. Donc il y avait toute une sélection. Du coup, il y avait toute une sélection. Ensuite, il y avait, on apprenait que grâce à l'analyse des os, on allait pouvoir déterminer quel type de contraintes ont eu ces os. Par rapport à l'usure, quels sont les gestes qui ont été répétés, enfin voilà, toutes les contraintes, etc., que le squelette a pu subir, et donc quelles activités faisaient les personnes à l'époque. On a pu voir que dans une dent, vous alliez pouvoir avoir où était la personne, l'individu, qu'est-ce qu'il a mangé même au cours du temps, et récolter éventuellement de l'ADN au cœur de la dent. Je crois qu'il y avait 4 trucs. Ah oui, ils ont fait des analyses des os en 3D, etc. Enfin, ils ont fait plein de clichés. Tac. Calendrier de croissance, coffre-fort biologique. Ouais, voilà, on en était là. Et du coup, on attendait la suite. Femme du Néolithique, les aventurières. C'est ce qu'on va lire ce soir, du coup, qui est directement la suite, la suite de l'épisode. D'ailleurs, il faut que je publie la vidéo sur YouTube du 1, mais vous avez le temps fort normalement sur Twitch si vous voulez voir le 1. Je trouve ça passionnant, la paléoanthropologie. J'avoue que c'est vraiment. Moi, j'avoue que toutes les infos là qu'on peut sortir d'une dent, je trouve ça, je trouve ça énorme, quoi. Je trouve ça énorme. Et même toutes les infos qu'on peut avoir à travers le squelette, qui est la chose que, entre guillemets, alors je suis pas paléoanthropologue, hein, mais que je maîtrise le plus. Juste pour rappel, le bébé, ce que j'ai, Tidum, hein, moi j'ai dit le Tidum, bébé humain, il ne naît pas avec un squelette de bipède. Son squelette, via les contraintes qui lui sont appliquées, qui vont stimuler l'ostéogenèse, c'est-à-dire la fabrication d'os, va devenir un squelette de bipède. Entre guillemets, j'ai envie de dire, ou pas, selon éventuellement les soucis qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et même après ça, sachez que continuer de stimuler vos os via des activités va avoir aussi pour effet de stimuler l'ostéogenèse. Exemple concret, fracture du poignet suite à une chute, en particulier, alors c'est un accident chez le kiné, bref, mais la fragilité de mes os du fait du manque de sollicitation de mon bras, parce que justement j'avais été opérée de l'épaule, a diminué la densité osseuse, donc ce qui a aussi pas aidé, on va dire. Mais voilà, tout ça pour vous dire que si vous ne stimulez pas vos os, eh ben vous allez, vous avez ce risque-là. Bon après, j'ai 41 ans, peut-être que c'est le moment où aussi, mais voilà. C'est pour ça qu'il est important de continuer à bouger, à avoir une activité, et voilà quoi.
Et bonsoir Raven. Oui, je sais pas à quoi oui, c'est vrai. Je sais plus à quoi vous dites oui, mais oui a été supprimé pour enthousiasme excessif. Oui. Désolée Raven. Mon Wisebot n'aime pas l'enthousiasme visiblement, alors que pourtant les astronautes ont ce même problème, exactement. Effectivement, dans l'espace, comme il n'y a pas, vous êtes en apesanteur ou en impesanteur, je sais pas trop les deux termes, les deux se disent, je crois. Donc il y a pas la pesanteur, hein, la gravité, et du coup, bah, vos os sont beaucoup moins mises en contrainte. Donc c'est pour ça que pour compenser ça, les astronautes, pour éviter de trop perdre en masse osseuse, et en masse musculaire aussi, sont obligés de faire des exercices physiques. Parce que même s'il n'y a pas de la gravité, le fait que les muscles vont se contracter, et ça c'est valable sur Terre aussi, que les muscles se contractent, eh ben, ça va créer de la contrainte sur les os, puisque vos muscles s'insèrent sur les os, et du coup ça va stimuler l'ostéogénèse. Voilà, l'ostéogénèse, l'ostéosynthèse. L'ostéogénèse, non, ostéosynthèse, c'est quand on te met une plaque sur un os comme j'ai. Et ostéo ah, et arthrodèse, c'est pour une articulation qu'on bloque. Donc, pour simuler l'ostéogénèse. Sera réprimé, mais non, soyez joyeux dans le chat, désolé. Oui, oui, oui. Oui, oui. On s'y pote, mais dans l'idée. Donc voilà, donc ça c'était la première partie, ça expliquait en gros les étapes, hein, on va dire, comment on analysait les récoltes d'infos. Et là du coup, je ne sais pas ce qui va nous être raconté dans cette deuxième partie. Donc Femmes du néolithique, les aventurières. Hop. Donc là on revoit les dents, hein, coupées on les observe de façon sagittale, donc c'est-à-dire sur le côté. Alors peut-être de façon frontale, je ne sais pas, vu que la dent est un petit peu rond. Chondrogénèse. Chondrogénèse, ça va être au niveau des articulations, je dirais même du cartilage en particulier. Arthrodèse, c'est un blocage articulaire par intervention chirurgicale. Oui, 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 oui. Chondrogénèse, c'est le cartilage, hein, c'est ça. Hein. Donc Gwenaël Good du laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique LAMPEA observe une molaire d'une femme du néolithique au microscope numérique. Parce qu'on a vu que ça, c'était source de beaucoup d'informations. De ce que j'ai lu dans la BD, dans la combi de Thomas Pesquet, on a besoin de micro-traumatismes dans le squelette. Nos mécanismes d'ostéogénèse en ont besoin. Et sans ces micro-traumas, nos mécanismes internes continuent de recycler la surface des os. J'avais oublié que j'avais les oreilles. La surface de nos os, mais arrête d'en recréer. Du coup, les astronautes ont les tibias qui se désagrègent doucement. En gros, vos os, vous avez deux types, grosso modo. Hein. Vous avez les deux types de. Vous avez les ostéoblastes et les ostéoclastes. Ostéoblaste, to build, build en anglais, c'est fabriquer, créer, créer. Et clast, ostéoclaste, casser. Vos os sont continuellement recyclés. En gros, les ostéoclastes vont enlever, on va dire, entre guillemets, de la vieille couche d'os. Et les ostéoblastes vont, eux, faire de la nouvelle couche d'os. L'idée, c'est d'avoir un équilibre entre on enlève de l'os avec les ostéoclastes et on refabrique de l'os avec les ostéoblastes. Sauf qu'effectivement, si vous n'avez pas de stimulation, donc de contraintes appliquées à vos os, les ostéoblastes, ils vont continuer leur vie, mais les ostéoclastes, ils vont continuer leur vie à retirer le vieil os, mais les ostéoblastes ne sont pas suffisamment stimulés. Et c'est aussi le cas dans certaines pathologies qui vont diminuer du coup la densité osseuse, quoi. L'idée, c'est, comme je vous le disais, d'avoir un équilibre entre ostéoblastes, l'activité des ostéoblastes et des ostéoclastes pour avoir un os toujours en bonne santé, quoi.
Ouais, je l'ai conseillé à ma commu sur Discord et tout le monde s'en foutait. J'ai même pas eu d'émoji, mais on s'en fout. Nécessaire frustration. Tu m'étonnes. Alors le bouger oblige, je te propose que je le fasse en fin de live parce que là je vais rester sur ma lancée pour finir pas trop tard. Faire à manger puis plonger profondément. Bon appétit, Obli. Oui, déjà 2 heures, mais ouais, non, mais c'est pour ça que là je vais garder mon élan pour finir tranquillement. Même si on va prendre le temps de le lire, hein, et vous pouvez toujours poser vos questions, hein. Mais voilà. Donc, les femmes préhistoriques étaient plus mobiles que les hommes, créant des réseaux sociaux plus larges. C'est ce qu'ont découvert les scientifiques. Et joyeux anniversaire, Obli! C'est un anniversaire l'autre. Et oui, notre modo, c'est son anniversaire. Voilà, voilà. Donc, créer des réseaux sociaux plus larges, c'est ce qu'ont découvert des scientifiques en combinant plusieurs méthodes d'analyse de fossiles humains exhumés en France et en Afrique du Nord. Donc, sur toutes les analyses qu'on a vues qu'ils ont faites dans le premier article, c'est les conclusions déjà qu'ils ont pu faire. En sachant que dans les squelettes, il y avait des squelettes d'hommes, de femmes, mais aussi d'enfants. Ils ont pris toutes les générations de façon à avoir une vision complète, notamment chez les femmes, de la vie des femmes à la préhistoire. Donc, premier enseignement, les femmes bougent plus que les hommes, ce qui est déjà un fait important et qui, du coup, crée des réseaux sociaux plus larges. Je tire une petite taf. Alors, nous voici au Centre de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement, le CEREG, qu'on a vu déjà qu'ils allaient dans pas mal de laboratoires différents pour récolter aussi plein d'informations en fonction de l'information qu'ils voulaient et qu'ils avaient besoin. Donc ça, déjà, ce travail en commun est ultra intéressant. Guillaume Leduc est un spécialiste de l'étude des climats du passé. Son laboratoire recèle différents instruments permettant de pratiquer des analyses isotopiques, voir en bas de page. Alors, les analyses isotopiques, en gros, c'est le même atome, hein, par exemple du carbone, je ne sais plus combien, un noyau en gros. Les atomes sont faits dans leur noyau de protons qui sont chargés positivement et éventuellement de neutrons, la plupart du temps il y en a, qui sont, eux, neutres. Autour de ce noyau gravitent des électrons. Un isotope, c'est quand dans le noyau de l'atome, c'est toujours du carbone, vous avez le même nombre de protons, mais par contre, vous avez une variation du nombre de neutrons. J'espère que c'est clair. Et c'est là qu'on parle d'isotope. Et du coup, en faisant des analyses isotopiques, on va pouvoir avoir certaines informations. Et là, en l'occurrence, Guillaume Leduc, il se sert de ces analyses pour l'étude des climats du passé, mais ça va peut-être servir pour d'autres choses dans ce cadre-là. On va voir. On avait déjà parlé d'analyse isotopique pour les dents, pour savoir où les personnes vivaient, ce qu'elles mangeaient, etc. Donc on voit que ces fameux isotopes nous apprennent beaucoup de choses. C'était les femmes qui regardaient la télé. Peut-être. J'ai l'habitude de manipuler des carottes contenant des sédiments et jusqu'ici, si j'en perdais quelques grammes au cours d'une manip, je pouvais toujours aller en récupérer, raconte-t-il. Mais dans le cadre du programme Women So Far, qui est le nom de ce programme d'études, je manipule des échantillons de restes humains, ce qui est autrement passionnant et émouvant. On n'a pas le droit à l'erreur car ce matériel est extrêmement rare. Donc j'avoue que le côté émouvant de la chose, enfin, vous imaginez, vous manipulez des carottes de sédiments, puis là d'un coup vous avez des os, et c'est vrai que ces os, enfin,
ce sont des êtres humains, quoi, comme nous, quoi, nos, nos descendants, nos ascendants, qui ont leur propre histoire et que vous allez essayer, que vous essayez de faire parler à travers les examens que vous faites, à travers ce qui vous en reste, c'est-à-dire leurs os, quoi. Et qu'effectivement, on n'a pas non plus 36 000 squelettes, quoi. Je trouve ça chouette qu'ils parlent d'émotion à travers cette recherche. C'est le même principe que le carbone 14. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Les équipements analytiques diffèrent selon que les échantillons de collagène proviennent d'os ou de dents, mais le principe est identique. Les capsules contenant les échantillons sont placées dans un spectromètre de masse à ratio isotopique. Alors, est-ce que j'essaye d'aller voir tout de suite le petit point 3 tout en bas ou pas? Ouh, c'est long. Ouh, c'est long. Ah oui, d'accord. Hop. Donc là, vous avez tout, ça explique tout. Spectromètre de masse à rapport isotopique, collaboration avec personne isotopie. Pour mesurer les rapports des isotopes stables du carbone, donc ça c'est la façon de les annoter, et de l'azote. N c'est azote, C c'est carbone. Sur différentes matrices particulières. OK. Ou dissoutes. Ouais, donc ça permet de faire une analyse des isotopes présents sur l'échantillon. Encore une fois, hein, l'article, je le partagerai dans le Discord et dans le chat à la fin. Tout. OK. Là, les échantillons sont brûlés par un flash instantané à 1000 degrés. Et tu m'étonnes, ça... Direct. Le gaz produit par la combustion passe dans une colonne chromatographique où les divers isotopes sont séparés. Reste à lire sur l'écran d'ordinateur les informations ainsi extraites, le pic formé par la présence des isotopes et les différences de composition entre chacun de ces isotopes. Donc, 1000 degrés, ouais. On voit que là, il y a quand même effectivement un truc où tu n'as pas forcément envie de te rater dans la manip. C'est que l'échantillon, il est cramé, donc il est détruit, parce qu'on va réussir à analyser les isotopes présents, tant quels isotopes enfin, composition, présence et composition, parce que la combustion va créer un gaz. Et du coup, va détruire l'échantillon. Donc, c'est quand même une manip où tu te dis, ouais, t'as pas envie de te rater. Et voilà, tu sais que tu détruis un petit bout d'histoire, quoi. Analyseur chromatique. Bah, je sais pas si c'est en rapport avec le fait de... on avait vu que chaque atome... Je sais pas si c'est ça, hein, donc attention, hein, je vais peut-être dire des grosses bêtises, mais chaque atome a une signature spectrométrique. Donc, quand tu fais passer quand de la lumière traverse ces atomes, le spectre lumineux derrière que tu obtiens, il y a vu que l'atome il va absorber certaines raies de lumière, ça va te permettre de dire en fonction du spectre que tu obtiens, ça c'est tel ou tel type d'atome. Donc là, je me demande, est-ce que c'est pas ce qu'on fait avec le gaz, c'est-à-dire qu'on va regarder le spectre lumineux, on va faire traverser de la lumière à travers le gaz, regarder le spectre de la lumière une fois qu'il a traversé le gaz, et en fonction de ça, déterminer les types d'atomes et d'isotopes, parce que les isotopes sont des atomes, qui sont présents. Je ne sais pas, c'est ce que j'imagine, c'est ce que je projette. S'il y a quelqu'un dans le chat qui le sait, mais voilà, c'est l'idée chromatographique qui me fait penser à ça. Exactement ça. Ok. Ça, comment ça fonctionnait, mais je ne saurais pas l'expliquer. Mes mots ne sont pas aussi compliqués pour expliquer ça. En fait,
C'est plutôt par là, j'entrecoupe une connaissance d'un côté sur les analyses des atmosphères des exoplanètes avec ces analyses, avec ça. Donc je ne sais pas si c'est juste. Et je me dis que le fait de cramer et du fait d'avoir un gaz va être beaucoup plus facile d'analyser, enfin de faire traverser du coup de la lumière, enfin dans un gaz, et donc de pouvoir analyser le spectre lumineux une fois la lumière ayant traversé le gaz qui contient tous ces atomes. Mais voilà, mais je n'étais pas sûre de ma théorie. C'était purement théorique à la base. Ah oui, si on regarde le spectre du gaz, effectivement, ça va être avec les raies de lumière. Ok, ok. Donc on diffracte la lumière à travers ce gaz et on verra alors des raies dans le spectre, et chaque raie égale un type d'atome. Une raie, c'est vraiment la lumière est absorbée, donc il y a un endroit où où ça, ça va faire tout noir. Attention le chat, pour ceux qui ont la rêve. À chaque environnement, son isotope. Qui émet, ça fait beaucoup de raies qui émettent du gaz. Voilà, après, le tout, c'est de faire le tri aussi, puisque vous allez avoir plusieurs types d'atomes, de faire le tri et de retrouver quelle raie correspond à qui, quoi. À chaque environnement, son isotope. Pour interpréter les données obtenues, encore faut-il connaître les variations isotopiques de la région d'où sont issus les restes des individus. Plaine, montagne, prairie, forêt. À chaque environnement, sa signature isotopique. Et je me demande d'ailleurs si du coup, le gars qui utilisait le climat d'antan, bah, il n'a pas ces informations-là par hasard. Est-ce que de par hasard, il n'aurait pas ces infos? En gros, on ne sépare pas les atomes les uns des autres. Le spectre permet de distinguer les différents atomes du gaz. Oui, on a tous les atomes dans le spectre. On les voit tous en même temps. Et après, il faut analyser ça pour dire ah ok, donc ça c'est celui-là, ça c'est celui-là, ça c'est celui-là, ça c'est celui-là. Mais c'est ce que je comprends aussi, hein. Ce ne sont pas les mêmes atomes, mais isotopes différents. Ouais, mais je suppose qu'un isotope va avoir aussi une signature spectrale particulière, spécifique, puisque il va absorber différemment en fonction du nombre de neutrons qu'il aura dans son noyau. Je suppose, hein. Je suppose, hein. C'est vraiment des suppositions, hein. Je sais pas, là, il faudrait demander à Robin ou d'autres qui s'y connaissent en chimie, en analyse, et cetera. Là, je suis pas dans mon domaine de compétences du tout. Donc on recherche ces isotopes ces isotopes pour savoir, en gros, où vivaient les gens, et parfois même leur parcours. Puisque vous pouvez avoir des isotopes correspondant à telle région, mais aussi à telle région, et ça veut dire que bah, l'individu, il a traversé, en gros, il a voyagé, quoi. Euh, laquelle se retrouve dans l'eau, l'alimentation ingérée par les différents organismes, en l'occurrence par les humains. Cette signature permet de reconstituer leur mobilité géographique, de savoir si tel individu est allé dans des terrains géologiques contrastés, si elle est passée d'un paysage forestier à un environnement de prairie ou l'inverse. Donc on avait vu l'autre jour que notamment à travers les dents, on pouvait avoir toutes ces informations-là. Et du coup, si vous savez quel isotope correspond à quoi, vous pouvez retracer le parcours de la personne. Oui, mais ce n'est pas si simple, explique Guillaume Leduc, car les minéraux ne s'altèrent pas tous à la même vitesse. Donc, ce n'est pas parce qu'on mesure aujourd'hui la composition isotopique globale d'une roche que l'on va la retrouver à l'échelle locale du site archéologique où se trouvent les restes d'un individu ayant vécu là il y a 15 000 ans.
pour quantifier la composition isotopique du strontium, qui se trouve vraiment dans l'environnement et peut être ingéré par les organismes. Alors, strontium, hop, je vais faire ça. Le strontium appartient, comme le calcium, au groupe des métaux alcalino-terreux. Ok, ça va pas nous en dire beaucoup. Symbole SR. Ok. Numéro atomique 38. 38, ça veut dire 38 protons, c'est ça? J'ai un doute. Faut que je regarde. Donc ça, c'est le strontium. SR38. Numéro atomique. Ah, numéro atomique, dites-moi. Dites-moi. Numéro atomique d'un atome, plus généralement un élément chimique, c'est son nombre de protons, donc 38 protons. En général, 38 protons. Et après, vous pouvez avoir un nombre différent de neutrons avec. On dit strontium, pardon. Oui, en plus, en le disant, je m'en rendais compte. Strontium. Le strontium. Donc, nous avons donc étudié les coquilles d'escargots archéologiques dont on est certain qu'ils n'ont pas migré bien loin. Donc, en fait, si je comprends bien, ce qu'il dit, vous retrouvez des os sur un site, vous regardez les isotopes de ce site aujourd'hui, bah, en fait, c'est pas les mêmes. Il n'y a pas les mêmes quantités et les mêmes types forcément d'isotopes que à l'époque où vivait la personne. Donc, pour avoir cette info de quelles étaient les quantités, le type d'isotope présent à une époque donnée, et ben là, en l'occurrence, ils ont étudié un escargot, parce qu'effectivement, l'escargot, tu sais qu'il va pas faire des milliers de kilomètres. Tu sais qu'il va rester plutôt assez localisé. Et donc, en étudiant une coquille d'escargot archéologique, donc de 15 000 ans, eh ben, tu vas savoir quel était le type et la composition isotopique de l'époque, de cet environnement-là bien particulier. Encore une fois, j'espère que c'est clair. Si ce ne l'est pas, n'hésitez pas à poser des questions. Je ne suis pas sur ma spécialité, mais tous ensemble, on peut reconstituer le puzzle. Il n'y a pas de souci. Tu peux avoir un nombre d'électrons différents, ions, et de neutrons différents, isotopes. Oui. Je parle que des neutrons parce que c'est ce dont on parle et c'est pour éviter de tout mélanger. Mais effectivement, les électrons et les neutrons peuvent être différents. Validiste de la coquille. Cette insulte, Raven, quelle créativité. Mais où trouve-t-il toute cette énergie? C'est peut-être un escargot super rapide. C'est vrai qu'on ne sait pas. C'est vrai qu'on présuppose. Je ne sais pas. Peut-être effectivement se trompe-t-il. On ne sait pas. Les révélations des ratios isotopiques. D'autres isotopes, ceux de l'azote et du carbone notamment, fournissent des informations sur l'alimentation au sein d'un même écosystème. Ainsi, les différentes espèces de plantes absorbent le carbone en fonction de caractéristiques spécifiques, photosynthèse par exemple, et du climat dans lequel elles vivent. Les cellules des plantes tropicales affichent un ratio isotopique différent de celle des plantes des climats tempérés, quand les légumineuses ont une signature carbone très basse, au contraire de certaines céréales. Donc en fait, ce qui est dit là, c'est que certains isotopes vont nous permettre de localiser, mais d'autres vont même nous permettre de savoir qu'est-ce que les individus mangeaient, puisque en fonction des plantes ou autres, l'absorption d'isotopes, la présence d'isotopes n'est pas la même. Donc ça va nous donner localisation et nutrition. La valeur des ratios isotopiques de l'azote permet d'estimer la durée de l'allaitement exclusif. Intéressant. Donc savoir aussi combien de temps les létidomes ils étaient allaités. Par ailleurs, les valeurs des ratios isotopiques de l'azote des organismes carnivores sont systématiquement plus hautes
que celles des organismes omnivores, qui elles-mêmes sont plus hautes que celles des herbivores. Alors, valeur des ratios isotopiques de l'azote des organismes carnivores plus haute. Donc, ratio isotopique plus haute carnivore. Ensuite, on a les omnivores et ensuite, on a les herbivores. Herbivores ont une valeur, un ratio isotopique plus élevé. Ça veut dire aussi que ces années deviennent inutiles pour évaluer le squelette d'une personne qui a mangé dans une économie globalisée à partir de 1980, quand les légumes mondiaux deviennent disponibles dans le supermarché. Peut-être. Je ne sais pas. Parce que je suppose que c'est pas forcément vrai, dans le sens où, en fonction de l'un où se trouve le légume, au niveau localité, tu vas quand même avoir une information sur la localisation. J'aurais tendance à dire ça. Donc, mais je peux me tromper. Après, encore une fois, c'est pas ma spécialité. On peut donc savoir si un individu était carnivore ou végétarien. Ou omnivore, je suppose aussi. Et pour les mères et leurs enfants, il est possible d'estimer la durée de l'allaitement exclusif, la durée du temps de sevrage, ou encore d'avoir une première idée de la nourriture qui était privilégiée pour le sevrage. Ça fait énormément d'informations quand même, avec de si petits trucs. Après, Obli, elle va pouvoir voir ton message, Femina Sapiens. Mais en gros, Femina Sapiens met des lul à ton message, Obli. Le préfixe iso a pour origine grecque iso qui signifie égal. Taupe, le nom. Oui, mais non. Ça marche plus. Du coup. Ah, mais c'est pas ta faute, Femina Sapiens. J'ai essayé pourtant de calmer, de tempérer un peu mon bot, mais 5 lul, ça passe pas. Il veut toujours pas. Désolé. Je sais plus si c'est limité à 2 à 3, je crois. Je crois qu'on peut en mettre 3, je sais plus. Mais je sais pas pourquoi, pourtant il y a des espaces. Je sais que c'est des majuscules, mais il y a des espaces. Mon bot est vraiment sensible. Donc hyper important pour connaître comment les enfants étaient élevés, sevrés, etc. Quelle était la tendance du régime alimentaire, plutôt carnivore. C'est un peu l'image qu'on a. D'ailleurs, j'ai hâte de savoir s'ils vont répondre à cette question. Parce qu'on a l'image, les hommes et femmes de la préhistoire, carnivores, viandards, tout ça. On a quand même l'esprit cueillette aussi, mais c'est vrai que quand on vous parle de régime préhistorique ou je sais pas quoi, des conneries dans ce genre, c'est des trucs à base uniquement de protéines et de viande. Alors qu'a priori, déjà dans les faits, il y avait de la cueillette. En fait, c'est moi qui suis intolérante aux majuscules. À la base, je suis contre le message tout en majuscules. Je trouve que c'est assez agressif. Et le truc, c'est que le bot, lui, les lul, il prend ça pour des suites de majuscules. Donc voilà. Après, il y a aussi le fait que je sais que à partir d'un certain nombre de lettres tout attachées, pareil, il se bloque. Mais bon, ça, c'est plus rare. C'est plutôt les majuscules. Il a un bug. Et j'ai essayé de le tempérer un peu là-dessus, d'accepter un peu plus de majuscules. Mais je vois que ça suffit pas. Donc, toutes mes excuses. Ça doivent respecter la sensibilité du bot. Oui. Il y avait déjà des véganes. Je ne sais pas. Ça va être. C'est ce que j'espère, qu'on va avoir des informations vraiment précises du coup sur les régimes alimentaires. Et je ne serais pas étonnée que ça dépende de la région et du coup de la disponibilité aussi des aliments. Plus que pour des raisons. Aujourd'hui, les personnes végé et véganes, la plupart, il y a certaines, c'est des questions de goût, mais la plupart, c'est quand même des questions, je vais dire idéologiques, c'est pas vraiment le terme, de conviction. Que ce soit par rapport à l'antispécisme, écologique et autres, j'en oublie très certainement.
Mais à l'époque, je pense qu'ils n'étaient pas dans ces considérations-là. S'ils avaient un régime principalement végétarien, voire vegan, même si je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais on va dire végétarien, pour l'époque, pour l'époque. Mais je pense que c'était plus une question de la disponibilité de la nourriture. S'il y avait suffisamment de nourriture végétale pour pouvoir s'alimenter et répondre à tous les besoins, est-ce qu'ils allaient courir après les animaux? Je ne sais pas. Question bot méchant. Oublie qui outrepasse ses droits pour abuser des majuscules. Pas trop le choix, mais les sociétés néolithiques sont déjà très organisées. C'était pas des gens au bord de la famine en permanence. Oui, c'est le début du pastoralisme, je crois que c'est ça qu'il disait. Oui, alors je l'ai partagé, je l'ai pas mis dans les articles je voulais, dont j'allais parler en live pour la simple et bonne raison qu'on est plutôt vraiment sur l'histoire, enfin sur de l'histoire. Alors moi je l'ai lu en bien, hein, vraiment j'ai pas vraiment bien lu, hein, j'ai voulu aller voir j'ai été voir la conclusion et en fait j'ai compris que ça parlait vraiment de l'aspect historique entre carnivore et végétarisme, les différents courants et l'histoire. Donc ça peut être je l'outrepasse mes droits. Pardon, petite loutre. Tu l'outrepasses tes droits. Donc, si cette histoire-là vous intéresse, vous pouvez retrouver l'article dans le Discord dans Alimentation. Alors, les premiers résultats de nos analyses sur l'Afrique du Nord nous montrent une variabilité dans la durée d'allaitement et de sevrage qui est indépendante du sexe de l'enfant. Donc, a priori, les petites filles comme les petits garçons sont traités de la même façon. Les profils isotopiques CNS, carbone, azote et soufre, indiquent un allaitement exclusif pour 2 sujets jusqu'à 12 et 14 mois et jusqu'à environ 2 ans pour 2 autres enfants, tous étant décédés avant la fin du sevrage. Ok, donc on peut montre une variabilité. On peut peut-être, mais c'est une hypothèse, je ne vais pas dire une déduction, on peut peut-être émettre l'hypothèse que ces enfants ont été peut-être allaités plus longtemps avant le sevrage parce que justement ils n'étaient pas en bonne condition. 12 et 14 mois jusqu'à environ 2 ans pour 2 ans, tous ces temps décédés avant la fin du sevrage. Après, je dis ça, mais non, c'est peut-être pas ça la logique, parce que j'essaye de réfléchir pourquoi il nous parle de ces quatre enfants en particulier, puisqu'il y a une variabilité dans la durée d'allaitement et de sevrage. Est-ce que là, c'est juste pour dire, est-ce que c'était plus long que les autres? Je me rends pas compte parce que j'avoue que je ne sais pas aujourd'hui quelle est la durée, pendant combien de temps on est censé allaiter un petit d'homme en moyenne. Après oui, mortalité infantile forcément, environ 28 ans en 2025. Alors, je sais peut-être pas, je n'ai peut-être pas la réponse, mais je sais que c'est pas 28 ans en moyenne. Je crois pas. Je crois pas, je suis sûre. Voilà. Le tableau de la vie préhistorique se précise. Là aussi, il y a un mais. Reconstituer les régimes alimentaires des individus reste compliqué. On sait qu'un stress physiologique, par exemple, peut engendrer des adaptations physiologiques chez les végétaux comme chez les humains, modifiant les valeurs de certains isotopes qui les caractérisent. Ok, donc en gros, ouais, on a pas mal d'infos sur les isotopes, mais s'il y a eu un stress à un moment donné, eh ben, ça modifie un petit peu tout ça, donc ça peut peut-être nous amener des fausses informations. Finalement, c'est en croisant des types d'analyses très différents que se dessinent petit à petit des scènes de vie de nos ancêtres préhistoriques. En combinant les analyses isotopiques des dents et des os, l'horizon s'élargit de l'enfance à l'âge adulte.
L'aidant raconte une partie de l'histoire d'un individu, de sa tendre enfance jusqu'à ses 20 ans environ. Elle cesse de croître ensuite. Les os, eux, reflètent les 10 ou 15 dernières années de la vie d'une personne. En fait, ça nous permet de voir que les dents, elles vont être intéressantes pour une partie de la vie et les os pour une autre partie. Mais alors après, je sais pas, je crois pas qu'ils ont donné l'espérance de vie à cette époque. Mais là, en gros, si on voulait avoir toutes les informations de la naissance à la mort d'un individu, il faudrait se dire que l'individu a une espérance de vie de 30 à 35 ans maximum. Et là, on aurait pas mal d'infos. Peut-être qu'il y a des individus qui... 20 ans, tu étais déjà yeuve. peut-être, mais c'est là où j'aurais bien aimé avoir l'espérance de vie moyenne à cette époque. Mais 6 mois en moyenne en France, elle est plutôt de 4 mois. Ok. Eh ben, je ne savais pas. Et l'ADN permet de reconstituer parfois un véritable livret de famille en mettant en évidence les liens de parenté entre individus. Muni de ces diverses informations biologiques, on peut commencer à décrypter des structures sociales dont elles témoignent. Alors, Guillaume le Duc, il est en train de faire un truc, il fait une expérience là, il est concentré, il tient ça, faut pas que ça se casse la figure. Guillaume le Duc dépose des échantillons minéralisés tels ceux contenus dans l'émail dentaire ou les coquilles d'escargot dans un spectromètre de masse afin de réaliser une analyse isotopique. C'est pour ça qu'il est concentré. Il ne voudrait pas casser les coquilles d'escargot. Bonsoir Zippolette. Dans les enfants que j'ai gardés, certaines mamans, c'est allé jusqu'à plus de 2 ans, mais bien sûr, pas seule source de nourriture. Ouais, je sais qu'il y a des effectivement, il y a des femmes qui allaitent beaucoup plus longtemps, mais on est plus de l'ordre de l'exception que de la moyenne, que de la généralité. Mais effectivement, je sais que ça existe. Il y avait une grosse mortalité infantile, mais on a retrouvé des restes d'individus âgés environ de 60 ans qui datent du Paléolithique. Donc, il y a fort à parier que, vieux à la préhistoire, ce soit plus ou moins à partir de 40-50 ans, avec des morts de vieillesse relativement comparables à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Ok. Mais ça aurait été bien qu'ils le mettent dans l'article. Peut-être que ça va apparaître à un moment donné. Hein. La moyenne vient du fait que les mamans repartent au taf. Oui, il y a ça aussi qui impacte. C'est pour ça que c'est difficile de comparer peut-être l'allaitement aujourd'hui à l'allaitement effectivement à cette époque-là où il n'y avait pas ce truc-là qu'on appelle travail, qu'on appelle exploitation. Un arbre génétique sur 7 générations. Le site de Gurji-Yon a livré en 2004 l'une des plus importantes nécropoles du néolithique français, datée entre 4900 et 4700 avant notre ère. L'archéo-anthropologue Stéphane Rottier et les équipes de paléogénétique de PACEA et de l'Institut Max Planck de Leipzig ont pu reconstituer les arbres paléogénétiques de 2 familles enterrées là. Le premier relie 64 individus sur 7 générations, soit le plus grand arbre reconstitué à partir d'ADN ancien à ce jour. J'avoue que c'est impressionnant. Ah oui, moi je serais pas loin de... Là c'est bon, là. Je suis pas loin de passer l'arme à gauche, comme on dit. Le second regroupe 12 individus sur 5 générations. Chacune de ces générations étant reliée à la précédente par le père, puisque les hommes enterrés l'un partagent des gènes en commun hérités de leurs ancêtres masculins, explique Stéphane Rottier. Ce n'est généralement pas le cas des femmes présentes dans ces sépultures qui ne sont ni sœurs ni cousines sur plusieurs générations. Les pratiques funéraires semblent donc indiquer que les fils restaient vivre dans leur communauté où ils avaient des enfants avec des femmes venues d'autres groupes
et d'autres territoires que celui de Gurji. Ok. Donc là, ça indique que les hommes restent sur place et c'est les femmes, elles, bougent. Et c'est d'ailleurs, au tout début de l'article, c'est ce qui avait été dit, que les premières analyses avaient montré que les femmes bougeaient beaucoup plus que les hommes et avaient du coup des réseaux sociaux plus larges. C'est elles qui permettaient d'avoir des réseaux sociaux plus élargis. Tu serais le vieux sage du village, oui. C'est tellement ancien, la légende raconte qu'un des individus a été enterré avec sa carte du père et son enterré. Donc oui, ça c'est ce qui était redit et c'est les femmes qui bougeaient. Mais c'est ce qu'on avait vu au tout début d'article. Donc les analyses comment ADN de ces groupes vont dans le sens de ce qui a été dit précédemment. Et bonsoir feuille d'érable. Alors, c'est un message. On peut envoyer un message où il n'y a rien dedans parce que je ne vois rien. J'ai rien. C'est peut-être le décalage horaire, il est 14h. Il est 14h chez toi, c'est ça? En tout cas, j'allais dire bonsoir, mais du coup, bonjour, bon après-midi. Est-ce qu'elles avaient des haches en cuivre? On ne sait pas. Est-ce que tu penses à quelque chose, Arca? Ah oui, 3 séries de visionnage, GG. Ah, mais c'est peut-être ça. C'est parce que dans le Twitch chat, ça m'affiche différemment. Ça doit être ça. Mais oui, c'est ça, c'est pour ça. Moi, dans Twitch chat, je vois 3 effectivement avec la petite flamme. Mais je croyais qu'en fait que ça s'affichait même si quelqu'un, enfin, dès que quelqu'un avait une série de visionnage et ne l'activait pas. Mais oui, GG les trois séries, la série de 3, j'ai du mal ce soir. Mais c'est bon, on arrive sur la fin. Donc ouais, intéressant. Ce mode de fonctionnement est appelé patrilocalité. Comme patriarcat, mais sauf que là, c'est localité parce que c'est les hommes qui restent en local. Ils s'opposent à la matrilocalité. L'homme rejoint le groupe de la femme, donc là, c'est la femme qui reste sur place. Et la néolocalité, hommes et femmes s'installent dans un endroit différent de celui d'origine. Oui, il faut partager pour que ça s'affiche. Oui. Mais je tilterai maintenant. Je serai sur le chat normal de Twitch que j'ai aussi à côté, mais que je regarde pas. J'utilise plus le Twitch chat parce que j'ai plus d'infos. Et je l'aurais su. Donc intéressant. Déjà sur le fonctionnement, les hommes bougent pas, j'allais dire, bref. Je ne vais rien dire. Donc, cet arbre génétique reconstitué à partir d'ADN ancien relie 64 individus sur cette génération. Les portraits dessinés se fondent sur des traits physiques, pigmentation, estimés à partir de l'ADN disponible sur l'âge et le sexe génétique. Les carrés. Et merci pour le Prime. Merci. Manondra, merci Manondra pour le Prime, merci beaucoup. Sur l'âge et le sexe génétique, les carrés hommes et les cercles femmes en pointillés représentent les individus inconnus ou sans ADN suffisant. Ok, cool. Ça se trouve, peut-être qu'il y a quelqu'un de votre famille hein, dans ce truc. Hein. C'est dans Lyon, c'est ça hein. Donc, les femmes connaissent des mobilités plus importantes. Les différentes analyses menées par Women So Far semblent confirmer ce mode de fonctionnement. Nous constatons que les femmes connaissent des mobilités plus importantes, notamment durant l'enfance et l'adolescence, autant dans le centre de la France qu'en vallée du Rhône ou en région méditerranéenne, souligne Gwenelle Good. En fait, tout le monde se déplace, mais les hommes reviennent d'où ils sont partis, puis ils y restent. Ok, donc il y a quand même du mouvement, mais juste ils reviennent et ils s'installent.
alors que les femmes continuent de se déplacer. Il semble qu'elles créent ainsi des réseaux sociaux plus complexes et plus larges que ceux des hommes. Même en Auvergne, alors que les paysages de montagne restreignent en partie la mobilité, les femmes se déplacent plus que les hommes. Donc déjà, c'est un premier constat qui, encore une fois, est très intéressant. Cohen Limon, je me sens pas concernée. Je comprends, Obli. Mais si tu trouves un super article sur les crevettes menthes, un jour on le lit. Pour de vrai. C'est hyper intéressant en plus, les crevettes menthes. Ta 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 ta. De plus, les femmes présentent une plus grande diversité dans la consommation des ressources protéiques et leur adaptation biomécanique suggère des activités plus variées, moins spécialisées que celles des hommes. Qu'en gros, les hommes, ils étaient monotâches et les femmes faisaient plus de tâches. Voilà. Et consommation de ressources protéiques, donc en protéines, je suppose qu'il ne faut pas entendre derrière ressources uniquement animales, hein. Vous avez des ressources protéiques végétales aussi. Donc voilà. Je ne sais pas s'ils vont le détailler un peu plus. Mais encore une fois, intéressant. Les hommes sont plus spécialisés, alors que les femmes font plus de choses, ont plus d'activités. Bah, après, je me demande un peu comment ça va tourner ça, parce que l'idée, c'est quand même de déjouer un petit peu. Alors déjà, ça quand même, ça confirme un peu, ça va à l'inverse de quand même ce truc-là de les hommes vont à la chasse et les femmes restent à la maison s'occuper des enfants. On voit quand même que c'est plutôt les hommes restent à la maison et les femmes bougent. Déjà, les femmes font plus d'activités et les hommes sont spécialisés. Voilà. Ça va un petit peu à l'inverse déjà du cliché que les femmes ne bougent pas. Des impacts majeurs dans le maintien des communautés. Ces différentes données et la comparaison avec la société patrie locale actuelle nous ont amenés à proposer l'existence d'une matrisocialité, explique Samuel Bédécara. Les femmes, par leur mobilité, leurs échanges biologiques et culturels, leur adaptation à de nouveaux environnements sociaux, leur rôle essentiel dans la vie des communautés et le soin aux enfants, ont eu des impacts majeurs dans le maintien des communautés et des relations entre des groupes distants. Bah, en gros, si elles sont pas là, qu'elles ne bougent pas, qu'elles ne font pas ce lien, bah, il n'y a pas de relation entre les groupes, quoi. Donc juste... Vous n'avez rien vu. Je l'ai vu et j'ai failli le lire à haute voix. Donc on voit le rôle central hein, quand même des femmes dans les communautés et les groupes, quoi. Pour résumer, les points d'ancrage dans les territoires seraient le fait des hommes, patrie, localité, tandis que le maillage et l'extension des territoires seraient ensuite le fait des femmes, matrice, socialité. Donc c'est plus complexe et plus subtil que juste AB. Voilà, c'est bien de voir les choses de façon un peu plus élargie. Quant aux différences d'activité entre les hommes et les femmes, il est encore trop tôt pour savoir si le fait d'être garçon ou fille était déjà important dans la construction de l'identité de la personne et dans l'organisation de ces sociétés. Pour l'instant, on peut juste noter que les modifications importantes alimentaires ou de déplacement semblent plus reliées à l'âge des individus qu'à leur sexe biologique, note Gwenal Good. Donc en gros, il n'y a pas de différence de traitement de ce point de vue-là entre les hommes et les femmes. C'est plus après dans le déplacement, le non-déplacement, donc localité vs socialité, qu'on observe des différences. Et les activités, mais là apparemment, on manque aussi un peu d'informations. Des questions à creuser. L'exploitation de ces données se poursuit. C'est le cas sur les questions de sevrage des enfants,
On ignore si les durées plus longues d'allaitement étaient dues à une mauvaise santé des petits, obligeant les parents à les garder plus longtemps près d'eux, ou si, au contraire, un temps d'allaitement plus long favorisait une meilleure survie des individus sur le long terme. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont parlé des fameux 4 enfants qui ont eu des périodes d'allaitement assez longues, mais qui sont malheureusement décédés. Autre question, la grande mobilité des femmes s'explique-t-elle par le fait que c'était à elles qu'il revenait de prospecter de nouvelles ressources végétales et animales? Donc au final, est-ce que c'était elles qui faisaient la prospection, voire la chasse? Ce serait intéressant. Les scientifiques ne sont pas prêts d'abandonner des analyses qui peuvent encore ouvrir quelques fenêtres sur la vie des sociétés J'adore la science. néolithiques. Et merci pour le follow, la fée Ignace. Merci. Donc, étude des rapports isotopiques de l'azote carbone, la photo dans les ossements humains analysés en chromatographie gazeuse. Cette technique sépare les gaz issus de la combustion d'échantillons afin d'analyser spectromètre de masse. On n'en a pas encore fini. Non. À quoi servent les analyses isotopiques? Attends, non, ouais, si. Parce que là, je me disais, attends, mais là, c'était un peu la conclusion, on aurait dit. On va voir s'il y a d'autres choses. Un isotope est une version un peu différente d'un élément chimique. Il possède le même nombre de protons que cet élément, mais pas le même nombre de neutrons. Par exemple, on connaît 3 isotopes de l'atome de carbone naturel. Le carbone 12 avec 6 neutrons, le carbone 13, 7 neutrons, et le carbone 14 avec 8 neutrons. En gros, un carbone, c'est 6 protons. Et si vous rajoutez 6 neutrons, carbone 12. Si vous en rajoutez 7, carbone 13, 8, 14. Faut laisser la diplomatie aux femmes. Oui, c'est vrai que retenons ça. La diplomatie aux femmes, visiblement, ça marchait bien à l'époque. Si je comprends bien, les femmes explorent et cherchent de quoi subvenir à l'humanité et les hommes cherchent des moyens innovants de faire croire que c'est à eux que revient tout le mérite. Les hommes actuels, oui. Je ne veux pas transposer le patriarcat d'aujourd'hui avec un patriarcat d'époque. Je ne sais pas du tout si la culture était comme ça, puisqu'on voit que c'est quand même plus subtil et plus complexe que ça. Du coup, est-ce que justement c'était l'inverse? Les femmes, de par leur capacité justement sociale, etc., étaient vues comme meilleures ou plus douées que les hommes pour faire ça. Est-ce que c'était égalitaire? Est-ce que j'en sais rien du tout? Je ne sais pas du tout. En fait, je suis en train de me demander cette partie-là. Ah oui, c'est juste ça parle des isotopes. Bon, je vais la lire vite fait. Peut-être que vous aurez des informations que je vous ai pas forcément données sur les isotopes. Donc, c'est ce fameux carbone 14 que l'on utilise pour dater les vestiges archéologiques, car il perd la moitié de sa masse tous les 5700 ans. Voilà pourquoi cet isotope radioactif est dit instable. Donc, moins il y a de carbone 14 dans un échantillon, plus ce dernier est ancien, sachant qu'au-delà de 50 000 ans, toute trace de carbone 14 disparaît. Donc, pour faire des datations au-delà de 50 000 ans, il faut d'autres techniques. Peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes comme chez Lyon. Je sais pas qu'est-ce qui expliquerait qu'il y ait moins d'hommes. Ils parlent pas en tout cas de la différence, enfin du fait qu'il y ait des n'est pas misang, mais l'outre c'est pas pareil. Non mais tu as le droit, t'inquiète pas. L'outre ou pas, personnellement je ne t'en voudrais pas. Tout le carbone il fait oh là 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 là, ok. Faut que je lise le livre de Pascal Pic sur la femme de la préhistoire. Apparemment, il y en a eu aussi une évolution du squelette féminin avec une sélection des femmes les plus faibles. Ah bon? Alors, je connais pas ce bouquin Femina Sapiens. Comme ça, la théorie me paraît
me paraît un peu bizarre, on va dire ça comme ça. Mais je ne connais pas donc mais ça me rend curieuse quand même cette histoire. L'outrecuidance. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. À voir, à voir. Tout. Donc, depuis un peu plus d'une quarantaine d'années, les scientifiques savent extraire et étudier les isotopes dits stables. Mais depuis un peu plus d'une quarantaine d'années, scientifiques, ah ok, ça s'est redit, ceux-ci, comme leur nom l'indique, ne se désintègrent pas après la mort de l'organisme. Les isotopes 12 et 13 du carbone sont stables, donc il n'y a pas de désintégration. Ils ne perdent pas des neutrons, si je comprends bien. Enfin, ils ne se désagrègent pas pour passer à autre chose, quoi. Ainsi, les teneurs mesurées aujourd'hui sur des tissus fossiles sont identiques à celles accumulées du vivant de l'individu et qui sont restées emprisonnées dans son collagène, la protéine la plus abondante dans le corps humain que l'on retrouve notamment dans les os et les dents et qui pose problème quand vous êtes atteint du syndrome des lers dans l'os. Oui, parce qu'en fait, oui, c'est ça. En fait, c'est que l'isotope carbone 14, quand l'organisme meurt, il se désintègre, donc on va en trouver de moins en moins plus le temps passe, alors que le 12 et le 13, eux, ils restent stables, l'organisme meurt, on en retrouvera exactement la même quantité au moment de sa mort que 10 000 ans plus tard, quoi, grosso modo. C'est un paléoanthropologue. Ok. J'ai l'impression que le nom me parle, mais ce qui me surprend, c'est cette théorie de l'évolution vers une sélection des femmes les plus faibles. Ça qui me... Alors, c'est peut-être un résumé, mais ça me paraît surprenant. Donc là, Abel Guillou effectue une analyse isotopique de strontium sur des échantillons d'émail dentaire avec un spectromètre de masse à source plasma. Il regarde ce qu'il y a dedans. Tout conclude, en résumé, il regarde ce qu'il y a dedans. Il en va de même pour toute une galerie d'isotopes que l'on étudie désormais, comme le soufre, l'oxygène ou, dans une moindre mesure, le strontium. Ces isotopes, présents partout dans l'environnement, se retrouvent dans les plantes par l'intermédiaire des sédiments et de l'eau, puis dans les tissus animaux et donc dans les tissus humains à travers l'alimentation, la boisson et la respiration. C'est donc en croisant différentes analyses isotopiques que les scientifiques obtiennent des informations toujours plus nombreuses et précises sur la végétation, le sol, le climat, les modes de vie des êtres vivants dans une période actuelle ou passée. Donc voilà. Série Homo avant Sapiens. Ah, ça peut être intéressant ça aussi. Je vais être curieuse de tout là. Ok. Bah, de toute façon, l'article, hop, celui-là, je vais de ce pas, je vous le mets dans le chat, mais encore une fois, vous le retrouverez dans le Didi. Ah, c'est bon, ça a marché. Vous le retrouverez dans le Discord. Je sais pas si je peux faire une petite conclusion, mais en tout cas, on a vu toutes le parcours, les recherches, comment elles étaient faites, qu'est-ce qu'ils analysaient, quelles étaient les données exploitées, dans quel but, et la complexité aussi, la difficulté justement d'être précis, d'avoir des infos, qu'il fallait bien tenir compte de tout, et des subtilités aussi derrière, ne pas se laisser, entre guillemets, avoir par des faux amis, entre guillemets. Et derrière, on apprend quand même si les recherches sont encore en cours et qu'on a encore plein de choses à apprendre, que les hommes avaient plutôt une tendance à rester sur place, ce qu'ils appelaient la patrie-localité, que les femmes, ils ont fini par appeler ça la matricocialité,
ce sont elles qui bougeaient de groupe en groupe et qui se déplaçaient beaucoup et qui créaient ce lien social, justement. Et aussi que c'était plutôt elles qui étaient amenées à aller rechercher justement est-ce qu'il y a de la nourriture, que ce soit animale ou végétale, puisque c'est elles qui bougeaient, qu'elles avaient plus de types d'activités différents que les hommes, qui eux étaient plutôt spécialisés, mais qu'après il reste bien bien des choses à découvrir et c'est hyper intéressant, c'est passionnant. J'espère que ça vous a aussi autant intéressé que moi et qu'on aura aussi d'autres infos à l'avenir sur ces fameuses femmes du néolithique. Mais il y a déjà quand même quelques grands clichés qui sont tombés, comme ce sont les femmes qui restent à la grotte et les hommes qui vont chasser bouga bouga. Non. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça, de ce qu'on a appris. Donc, merci à ces scientifiques et à ce programme Women So Far pour ces études, pour, oui, casser les clichés, mais aussi en apprendre tout simplement un peu plus sur nos ancêtres. Voilà, voilà.